Bon, bon, bon. Hello, hello. Hello. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, c'est une longue journée, ça va très bien. En parlant de longue journée, vas-tu vouloir prendre des vacances? Oui, OK. oui, Tu me diras, OK? oui, Parce que absolument. je sais qu'on a 2 bonnes années, hein? Ça va quand même faire 2 ans, tout ça. Ben, tu sais, Sérieux? ben, avec tout ce qui s'est passé, tu es devenu très présent, toi aussi, tu sais, dans le Avec la contenu. pandémie, oui. Ouais. Mhm. Puis, sois très, très, très à l'aise, Jean-Yves, mais j'ai comme. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu de ce qui se passe en ce moment? T'étais-tu. Avec plaisir. Écoute, Ben, ça dépend toujours du point de vue qu'on veut utiliser, puis de ne pas tomber dans le discours de peur qu'on entretient, là. Juste par exemple dans les médias, il y a plus de cas, il y a plus de cas, oui, mais il n'y a pas plus de morts. C'est comme, ben, c'est ça que à tous les jours, j'essaie d'avoir cette information-là. Puis je sais qu'il y a un réseau. il y a un site du gouvernement qui s'appelle INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. OK. Tu vas là, données COVID, c'est tout là. Tu as tous des beaux tableaux, date par date, puis tu vois que depuis l'été, il y a des cas, mais on doit toujours mettre en balance, en équilibre avec ça, le fait que, bon an, mal an, sur le même site, tu vas trouver qu'au Québec, il y a 1400 personnes qui décèdent. C'est la norme. La vie finit par là, là. On peut pas s'en passer, c'est de même. Alors, c'est la réalité. Alors, quand tu dis il y a un, deux, trois décès une fois de temps en temps, puis il y a 3 jours, il n'y a personne, il y a des hospitalisations, c'est vrai, mais ce n'est pas la première vague. Il faut vraiment comprendre que on vit dans un environnement et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il lâche du lest parce que là, c'est simplement un discours de peur qu'on nous envoie dans la face tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu fais comme, oui, mais mettons ça en perspective. Il y a plus de morts par les accidents d'auto que par la COVID. Il y a 1400 personnes qui décèdent de cancer, de maladies cardiaques, de différentes maladies, de vieillesse. C'est la vie. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on décroche de ça, qu'on nous laisse vivre notre vie. C'est OK. là où j'en suis, moi. Puis, tu sais, si tu veux rajouter là-dessus, le nouveau variant que moi j'ai surnommé, enfin, non, un copain l'a surnommé Décepticon, petit jeu de mots à la con, pour ceux qui connaissent les trucs pour enfants. Euh, Écoute, il y a plein de mutations, mais il est moins dangereux. Alors, on Bon, a ben, beau nous dire ce qu'on voudra, c'est OK. la nature, tu sais. C'était ça que je voulais juste savoir parce que j'ai l'impression de revivre ce qu'on vivait l'an dernier. Puis on dirait que c'est pas que je prends ça à la légère du tout. Non, Puis non, il tu faut sais, je suis pas. pas, je suis pas contre rien, puis je suis pas d'un côté, puis je suis pas là-dedans, pas en tout. Là. Je suis pas Mhm. dans le. Pas du tout, du tout, du tout, tu sais. Mais je me demande juste, parce qu'on parle de cas, mais est-ce qu'il y a des hospitalisations aussi graves, tu sais, que ce qu'on a Oui, il y a vécu? encore des hospitalisations, mais ça, il y en aura toujours. Il y en a pour un rhume. Tu sais. Il y a quelques semaines ou quelques mois, Sainte-Justine a levé le flag parce que l'urgence était pleine, pas de COVID, de virus syncytial qui donne de la bronchiolite. Alors, Oui. c'est comme, à un moment donné, faut vraiment dire, la vie, c'est la vie, puis il y a des problèmes dedans. Puis la mutation, la dernière en liste, parce qu'il y en a des centaines de mutations, mais les médias nous parlent de une, deux, trois, mais il y en a tous les jours de ça, puis il y en a partout sur la planète, puis probablement qui arrivent de plusieurs endroits en même temps. C'est comme ça que les statistiques fonctionnent. Mais toujours est-il que, Decepticon, là, c'est la mutation naturelle d'un virus qui devient de plus en plus contagieux et de moins en moins dangereux. Et OK. c'est ça qu'on constate. Il y a OK. plus de cas, mais pourquoi il y a plus de cas? Parce qu'on teste plus dans une population où, ah oui, OK, des enfants, mais les enfants Les ne enfants. font pas de version sévère ou virtuellement rarissime. Et quand ils font une version sévère, ben, grattons un petit peu, cet enfant-là était déjà malade, puis c'est la maladie qu'on aurait dû traiter comme il faut. Toujours est-il que je pense que là, comme société, il est temps de respirer par le nez, de fermer la radio et la TV, d'arrêter d'écouter les nouvelles en continu qui nous embobinent tout le temps, puis juste vivre.
Et j'ai hâte que nos ministres en haut comprennent cette affaire-là, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment qu'on devrait simplement donner du lest. Là, ils viennent de dire 20 personnes pour Noël, puis là, tout le monde va on va avoir des contagions. Oui, on va en avoir. OK, c'est correct. Après tous les Noëls, il y a de la contagion de toutes sortes d'affaires, mais ça ne sera pas plus dramatique qu'en 2019. C'est là où j'en suis, moi. Tu sais. OK, parfait. Mais on peut quand même, si on veut, prendre des distances puis se laver les mains souvent. Ben oui, ça reste. Tu sais, s'il y a une affaire qui peut rester quand tout ça va être un souvenir, c'est le masque dans les transports en commun. C'est se laver les mains un petit peu plus souvent, surtout quand tu rencontres d'autres mondes. C'est avoir le respect de son prochain quand tu as le rhume ou une infection respiratoire. C'est comme les Chinois et les Japonais, mets-le ton 3 petits points de masque. C'est là qui est efficace. C'est pas pour me protéger de ton rhume. Non, non. C'est te protéger de mon rhume. Si moi, je mets le masque pour protéger les autres, c'est la seule place où ça tient. Donc, dans les transports en commun, pourquoi ils le font en Chine puis au Japon depuis des lustres? Tu sais, mon fils était là au Japon, je pense, en 2016, 2014, puis à Shibuya, la plus grosse station de métro, il passe 4 millions de personnes par jour. Il y a du monde qui te tente des masques à tout bout de champ. Ils sont payés par l'État pour... T'as le rhume? Mais pose-toi pas de questions, ça devrait devenir la nouvelle politesse. Et de la vitamine D. Ça, on n'en parlera pas. Oui, ça, c'est... Au Québec, tout le monde devrait en prendre. C'est ça. Pas et, pas où. Et. Oui. J'ai-tu dit où? Ben, peut-être. Je voulais pas. Hey, j'ai tellement peur quand on arrive où on parle de ça. C'est comme... Mais je trouve ça chouette d'entendre juste une espèce de son de cloche. Voilà. Oui, on est là. Comme population, on est épuisé. Le risque est beaucoup moins gros que ce que les médias nous disent. Et il est temps qu'on respire collectivement par le nez. Et voilà. Moi, ça fait une semaine que c'est l'école à la maison parce qu'il y a une classe de maternelle qui est fermée pour un cas qu'il y a eu. Donc, on a eu le dépistage. C'est ça. Puis là, ils trouvent plein d'autres petits cas. Mais il n'y a pas un seul de ces enfants qui va avoir plus qu'un rhume. Je te dis. Mais bon, regarde. J'ai beau crier, c'est pas moi qui décide en haut. Fait que parlons de choses intéressantes qui peuvent avoir une action sur ce que nous, on peut faire. Oui. Là, j'ai encore des questions de la semaine dernière et j'aimerais ça aussi revenir sur des trucs et j'adore ça. Et tu sais, ça fait à peu près 40 directs qu'on fait depuis janvier et wow, qu'on a traversé plusieurs sujets puis que c'est incroyable. Alors, je te remercie. Tu avais un cadeau de Noël, le souper. Est-ce que c'est arrivé ton cadeau de Noël? Ça va arriver le 13. Lundi prochain. C'est ça. On prépare toute la machine. Je vous le dis tout de suite. Sur mon site, il va y avoir un newsletter. Je vais l'annoncer partout sur mes plateformes. À partir du 13, il y a un spécial sur tous les concentrés de santé. OK. Merveilleux. C'est ça. C'est mon cadeau de Noël à tout le monde. Parce que, bon, c'est bien des gens qui font « Ah, ça me tente, mais bon, ben là, ça va être le temps. Go! » Super. En attendant, vous pouvez avoir aussi une consultation avec Jean-Yves. Vous avez toujours les informations sur le site de Jean-Yves, c'est jydionne.com. Donc Absolument. là, vous avez les webinaires, vous avez tous ces textes, ces articles, ton site qui est là parlant depuis de ça, 2000. C'est drôle. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'aide maintenant depuis quelques temps à faire du Oui, visuel, des trucs. Puis là, je me fais prendre parce que des fois, elle part toujours d'un article que j'ai écrit, là. Oui. Quand tu as fait des morceaux, puis là, j'ai un déluge de questions. C'est quoi ces sources, ces références? Bien, regarde, c'est moi, là, je dis jamais rien sans référence. Et là, ben, je suis obligé d'aller dans les commentaires puis dire, ben, là, allez lire l'article au complet sur mon blog. Voilà, les références sont en bas. Puis je trouve ça déroutant. Puis c'est correct que les gens demandent des références. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui affirme quelque chose dans le vide. Tu sais, prends telle affaire. Oui, mais pourquoi? T'sais? Puis bon, le gars, ben, c'est un gars qui arrive du monde pharmaceutique, puis qui, par définition, étant donné que je suis dans le monde un peu plus interlope, qui sont les produits naturels, ben, je dois être backé. Alors, c'est ça. Alors, j'ai été surpris de voir la collection de commentaires. Ah bon, OK, correct, je vais répondre, là, tu sais. Et Jean-Yves est toujours référencé partout. Et comme tu dis, en tout cas, on avance toujours dans le bon sens. En parlant de produits de santé naturelle, tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu peux le répéter, qu'on ne peut pas vraiment trop en prendre ou trop se prendre? OK, attends une minute. Le profil de sécurité d'un produit de santé naturelle approuvé par Santé Canada avec son NPN dessus, c'est le même profil de sécurité, d'innocuité dans mon jargon, qu'un aliment. Je ne peux pas avoir un produit de santé naturelle comestible, donc poudre, capsule, gélule, qui a un risque comme un médicament. Je n'ai pas le droit.
Parce que les plantes qui sont comme ça, exemple, la digitale, une super belle plante de nos plates-bandes avec des clochettes qui sont violettes, roses ou crème, dépendant du... Enfin, voilà. Enfin, violette, crème ou jaune, dépendant de la variété. Ça donne un médicament pour le cœur, mais qui a un potentiel toxique énorme. Alors, on met ça dans les médicaments. Le coumadin, c'est un produit naturel, mais ça ne sera jamais un produit de santé naturel. Bien que trop dangereux. Alors, de ça, oui, il y a une espèce d'aura de sécurité. Par contre, tu sais, là, il y a plusieurs personnes qui parlent des huiles essentielles. Ça prend un doigté et un savoir-faire. Alors, de dire que je peux tout prendre, non. Il y a des combinaisons pas gagnantes. Il y a des risques de surdosage, c'est vrai. À la base, un produit naturel à la fois, si tu ne prends pas de médicaments, le risque de combinaison, interaction, il est réel. Hein? Interaction, exemple, prenez du millepertuis, ça ne file pas, vous sentez moche, c'est une bonne idée. Mais vous prenez la Nuvula avec ça, une pilule contraceptive, mauvaise idée parce qu'elle devient moins efficace. Ah ben. Alors, c'est là où il faut faire attention de ne pas faire des affirmations trop générales. Parfait. Mais Okay? partons mettons que quelqu'un ne prend pas de médicaments. Bon, OK. Qui prend un supplément naturel, une vitamine ou une plante quelconque qui est homologuée par Santé Canada, puis qui aimerait le prendre à tous les jours parce que ça l'aide pour telle raison, parce qu'ils sont tous homologués pour telle raison. En prendre à tous les jours, Bon, est-ce que c'est OK? Bon, encore là, la réponse, c'est fort probablement, mais ça dépend de la personne, ça dépend de l'indication, ça dépend du dosage. Alors, il y a des trucs qu'on va recommander par période. Exemple, tu prends de la rhodiola ou de la ashwagandha, qui sont deux adaptogènes pour augmenter ton énergie, parce que dans le cas de période de fatigue, tu prends ça pour un temps. Il n'y a pas de risque connu à très long terme, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt après un certain temps. Okay? C'est la grosse distinction. Tu prends une multivitamine ou tu prends un collagène en poudre, prends-le bien à vie si tu veux, je m'en fous, c'est un aliment. Un aliment d'une forme un peu synthétique dans le cas d'une pilule de multivitamine ou d'une poudre de collagène, mais à la base, c'est des concentrés de nutrition. Fait que si tu veux, là, je vais te faire un petit bout d'introduction dans un de mes cours. Les produits naturels, on peut les classer dans différentes catégories. On peut les classer comme des concentrés de nutrition. Les vitamines, les oméga-3, les probiotiques, le collagène, les protéines. C'est tous des trucs que j'ai dans la bouffe. Puis que je vais concentrer pour avoir une dose plus thérapeutique, mettons. Tu as des trucs spécifiques, donc des choses qui ne sont pas dans ma bouffe, mais qui sont naturelles, qui ont une indication. Les plantes médicinales pour la grande majorité. Alors, c'est sûr que l'ail, c'est un aliment, mais l'échinacée, je n'en mets pas sur mes toasts. La valériane non plus. Mais ça reste passablement sécuritaire, sauf si j'ai une allergie, par exemple. Oui, OK, il faut faire attention. Puis les gens qui font des allergies se connaissent d'habitude. Mais je peux prendre ces produits-là pour une indication X, m'aider à dormir dans le cas de la valériane, prévenir ou traiter le rhume et les infections respiratoires, tu bien les infections. Je ne serai pas spécifique parce que c'est toutes dans le cas de l'échinacée. Alors, il y a des choses. Puis, tu as des trucs un petit peu plus pointus qui sont pas des concentrés de nutrition, quoi qu'on peut les trouver dans certains aliments loin, mais bon, je vais penser à des trucs compliqués comme le coenzyme Q10, comme l'acide alpha-lipoïque, jusqu'à un certain point, la glucosamine. C'est des trucs, on va prendre des indications qui sont pas nécessairement présents dans la bouffe. La glucosamine, oui, mais il faut savoir où trouver. Coenzyme Q10, oui, c'est dans le steak, mais encore là, 5 mg par livre, tout ça, c'est ridicule. Mais une dose thérapeutique, parce que j'ai un problème de récupération après le sport, j'ai un problème de neurologie, bon, il y a plein d'affaires. Fait qu'il y a des trucs comme ça qui sont ma troisième catégorie, plus pointus. Mais, puis ceux-là sont habituellement sous référence d'un professionnel, parce que c'est pas le genre d'affaire que je n'irai pas me chercher de l'acide alpha-lipoïque parce que ça me tente. Je vais aller chercher ça parce que j'ai une indication pour ça. C'est super intéressant et on a tellement de choses à faire. Go! C'est merveilleux. Les ongles, il y a quelqu'un qui a demandé ce matin, elle dit, qu'est-ce que vous avez à nous parler à Nathalie? Puis moi, cosmétiquement parlant, elle dit, pour des ongles striés. Puis là, j'ai fait attention parce que, puis j'ai dit, on en parlera tantôt parce qu'on a fait une émission avec Valérie Dussault, nutritionniste et toi. Puis quand on a parlé justement de ce que l'idéal dans une assiette, soit protéines, gras et le moins de sucre possible. Tout à fait. Je vous ai demandé, mais comment savoir si on a assez de protéines? Puis tout de suite, Valérie a dit, ben, les cheveux, les ongles, donc. OK, allons-y. C'est que
les ongles, les cheveux, les poils, ce qu'on appelle ça les fanères, hein, tout ensemble, et ce sont des protéines. Protéines spécialisées qu'on appelle la kératine. Et pour ton corps, c'est très, très, très facultatif, cette affaire-là. Là. Alors, si jamais j'ai une carence en protéines, mettons que je suis au régime, ou j'ai décidé que je mangeais rien que de la salade, excusez, ou il fallait que je te taquine un peu, mais que mon alimentation est fondamentalement déséquilibrée, bien, mon corps va faire ce qu'on appelle la théorie du triage, qui a été inventée par un monsieur Haynes, où quand j'ai une limite dans l'apport de quelque chose dont j'ai absolument besoin, je vais faire un choix comme organisme sur la survie à court terme par rapport à la survie à long terme. Exemple, je manque de protéines. C'est clair que je vais m'occuper de mes os, de mes muscles, de mes organes, de mes hormones, mais les cheveux, c'est secondaire. Fait que ça se peut que je perde des cheveux parce que j'utilise mon stock, qui n'est pas tout à fait assez gros, pour les trucs vitaux. Même chose pour la vitamine D, même chose pour la vitamine K, même chose pour tout ce qui est essentiel. Alors, si tu parles des cheveux, ben là, souvent, les gens perdent des cheveux quand ils ont, ou on parlait des ongles, ça commence avec les stries sur les ongles. J'ai un problème avec mes ongles, mes cheveux, mes poils, je peux avoir une pathologie. L'alopécie, par exemple, ça peut être une pathologie qui est induite par une maladie inflammatoire, maladie auto-immune ou le stress. Ça se peut. Je peux aussi avoir une carence nutritionnelle. Protéines, oui. Zinc, oui. Silice, oui. Tout ça va donner des symptômes un petit peu différents. C'est pour ça que très souvent, tu vas aller en boutique d'aliments naturels. J'ai les ongles qui se dédoublent, j'ai les cheveux cassants. Prends donc de la silice. Pourquoi? Parce que la silice, c'est ton nutriment de cohésion des tissus. Puis c'est tellement drôle, la silice, c'est un nutriment que, dans la science, on est convaincu que c'est un nutriment essentiel, mais personne ne s'entend sur une dose de base. Dose minimale, un apport nutritionnel. Nulle Toi, part. tu t'entends sur quoi, toi? Bien, sur ce, c'est clair que c'est essentiel, puis que si j'ai une indication de manque de silice, exemple les cheveux cassants, les ongles qui se dédoublent, ben, ou même l'arthrose, dans certains cas, ça peut être des douleurs articulaires. La silice agit là. Pensez toujours cohésion des tissus. Quand j'ai un tissu qui a tendance à être, tu sais, il ne veut pas se tenir, on peut penser silice. Alors moi, je vais penser dose thérapeutique. Je ne me suis pas cassé les pieds à savoir c'est quoi la dose minimale. La dose thérapeutique, c'est rien en bas de 20 mg. Puis il y a pas des bons produits en 20 mg. Il y a beaucoup de produits à 5, 10, comme, pas sûr. Alors, c'est là où on s'intéresse. Ben, la silice n'est pas meilleure que la biotine, maringouin. C'est complémentaire. C'est-à-dire que la silice ne te fera pas pousser les cheveux. La biotine peut. C'est d'autres choses. Alors, c'est là où on parlait, ta question commence avec des stries. Oui. Si tu as des stries dans le sens de la longueur, dans le sens, vraiment là, dans le sens de la longueur de tes. Puis vraiment, sont là dans pas rien qu'un ongle, parce que ça se peut aussi une variation génétique. Tu as toujours eu un ongle qui est fait de même, puis tu as toujours été fait de même, ça se peut. Mais si tu as ça qui est apparu depuis quelques mois, ça se peut que pensez zinc, carence de zinc. Mettons que dans l'autre sens, perpendiculaire. Ah, là, je vais me poser des questions. Est-ce que tu n'as pas reçu un coup quelque part? Un traumatisme? Est-ce que il y a eu un événement très, très, très stressant où, je ne sais pas, tu as été malade, tu n'as pas mangé pendant 3 semaines? Parce que si c'est toute l'ongle qui pousse, pose des questions sur la conception. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça peut être un traumatisme, carrément. Pensez à tout le monde qui a perdu un ongle dans sa vie. Ça commence avec un traumatisme, puis il y a une bosse, puis l'ongle qui repousse, ben, il fait des vagues avant d'être propre. Tu sais, fait qu'il faut vraiment regarder ça. Jamais lien direct. Et là, c'est toujours flou. Il faut juste ajouter que la salade, c'est quand même bon. Là, ben oui! Tant qu'on ait des protéines, des bons gras, des bons ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que tu vas rencontrer, surtout des femmes qui ont un problème de poids, vont se mettre à manger, tu sais, très, très restrictif, des affaires, oui, mais tu as besoin de nourrir ton corps. Je me fous que tu veuilles maigrir. Nourris ton corps, va trouver une façon de maigrir. Mais c'est pas en affamant le corps, peu importe comment, qu'on va se rendre là. Et c'est le contraire. Quand on affame le corps, le corps fait des réserves, il va avoir plus tendance il va baisser son métabolisme basal, ce qui fait que tu te ramasses avec quelqu'un qui fonctionne sur une quantité de calories qui n'est pas normale, puis qui ne perd pas de poids. Alors, c'est là où il y a toute une logique différente, mais ça, c'est un autre sujet. Tu n'as pas parlé de collagène, et pourtant, quand on combine tout ça, là, le collagène aussi a des effets. Ben absolument, parce que
bon, dans le cas des ongles et des cheveux, il y a des acides aminés où le collagène n'est pas nécessairement ta première source. Mais quand tu donnes suffisamment d'acides aminés, bon, le collagène, c'est une très belle source d'acides aminés, avec trois en particulier, tu sais, glycine, proline, hydroxyproline, qui sont les principaux, puis un peu de lysine. Souvent, on va la rajouter d'ailleurs dans certains produits. Mais dans tes cheveux, c'est plus des acides aminés soufrés, d'acétéine, de la méthionine. Alors, c'est pas tout à fait la même protéine, mais peu importe. Quand tu augmentes le collagène, tu vas voir que toute la peau, le système du derme va se tonifier. Alors, surtout si tu es en carence, regarde, des gens qui étaient en carence, puis tu en es un exemple, là, quand tu as commencé à en prendre, ça a pris très peu de temps. Hey, mes articulations n'auront plus crunch-crunch. Exact. Et Ah, ma peau et la densité, parce que je t'en ai parlé, on veut cette densité-là qu'on a plus jeune et c'est quelque chose que c'est nouveau pour moi. mhm. Et mon chum, lui, il rageait hier parce qu'il dit que j'aurais dû commencer le collagène avant parce qu'il devait avoir une opération dans l'épaule, Jean-Yves. Il était sur la liste, puis ça y est. Mais c'est fou, là. Ben oui, C'est ben, fou puis c'est drôle parce que ça met le doigt, l'histoire de ton chum, ça met le doigt sur un gouffre philosophique entre le monde médical puis l'autre monde dans lequel je fais de plus en plus partie, qu'on va appeler naturopathique, nutritionnel, ben, peu importe le mot, là, un petit peu à part de la science officielle. Pas que j'ai pas de science, là, mais tu vas voir un médecin, puis la seule option est dans le monde médical. Alors, problème articulaire, ça va être de la physio, éventuellement une opération, recoudre tout ça. Puis, oui, mais est-ce qu'on peut on peut faire confiance au processus de guérison du corps en lui donnant les bons outils? Et c'est là où tu fais ben, le collagène, dans certains cas, glucosamine chondroïtine, d'autres trucs. la kératine, l'hydrolysate kératine. Bon, l'hydrolysate kératine, ça va vraiment être pour les cheveux, pas pour les articulations. Mais c'est là où tu dis, si je booste le corps littéralement avec les bons nutriments, puis je fais tout ce qu'il faut, ben, j'améliore mon processus de guérison. Et c'est là où, moi, je dis faire confiance au processus. Il y a d'autres qui ont d'autres mots, mais c'est donne les bons outils à ton corps, puis tu as de fortes chances qu'il va se réparer et résoudre le problème avec lequel tu vis. Pas tout le temps, mais très souvent. J'avais retenu à un moment donné dans un de nos discours, tu avais parlé de l'hydrolysate kératine, puis tu avais parlé au niveau des articulations qu'il y avait une espèce. Puis j'ai pas retenu le pourquoi, mais j'ai retenu que tu avais mentionné ça. Ça te dit rien? Non, ça ne me dit rien que j'ai un impact à ce niveau-là. OK. Le collagène, articulation, certainement. Le collagène, peau, certainement. Mais l'hydrolysate kératine. Donc, derme, épiderme, fanère, ongles, poils, cheveux. OK, Oui. parfait. C'est bon. Il y a quelqu'un qui. OK. Puis ça, là, le calcium. Écoute, je veux juste. Parce que ça revient tout le temps, puis on en Oui. a déjà parlé. Et OK. c'est vrai qu'on a souvent entendu qu'on avait besoin de calcium Bon. ou de supplémenter. C'est l'exemple typique que la science évolue. OK? Le calcium, j'en ai vendu, j'en ai recommandé à l'époque, depuis des années, je ne sais pas quoi. Le calcium d'huître est arrivé sur le marché début des années 70 au Canada. C'est 100 doses qu'il faisait. Et ça a été, les os sont faits de calcium. Les femmes ont tendance à faire de l'ostéoporose, surtout après la ménopause. Donc, on va donner du calcium à toutes les femmes. Il y a un vice dans cette réflexion-là parce que l'ostéoporose, un, c'est pas la maladie qu'on dit qu'elle est. Deux, c'est pas une carence en calcium. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, dans une situation particulière, ton corps relargue le calcium qu'il a. Et l'autre chose, c'est dans le cas de l'ostéoporose, est-ce que le diagnostic est aussi valide que celui qu'on veut bien dire? Je vous encourage à aller... Je retiens ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de lien entre quelqu'un qui a pris des produits laitiers toute sa vie et qui ne fera pas d'ostéoporose? Faux. Pas juste faux. Les pays qui sont les plus grands consommateurs de produits laitiers sont aussi les pays où il y a le plus d'ostéoporose. Fait que ça, c'est de l'observation. Faites attention, allez pas courir le marathon avec cette information-là. C'est une partie de l'équation. Okay. Mais, parce que oui, les produits laitiers peuvent être une bonne source de protéines et de calcium pour certaines personnes. Fine. Il y a bien des gens qui ne le tolèrent pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, tu sais, jamais blanc ou noir, c'est plus nuancé. Mais si tu veux aller au bout de la notion, on a comme
inventé la maladie d'ostéoporose, qui est un facteur de risque connu de la fracture, mais on l'a développé avec un outil de lecture qui est la densité osseuse. Puis ce que j'allais dire, c'est, je vous encourage à aller sur la page Facebook de Alain Simard, naturopathe, allez voir les vidéos qu'il a faites. C'est extraordinaire comment c'est bien fait. Ouais. Et là, il vous explique pourquoi, chez les petites personnes, la DEXA, l'ostéodensitométrie faite avec un rayon X, elle peut donner des résultats faux positifs parce que tu es tout petit. Puis que le gros, avec la même ossature, à cause de la loupe que ça crée de son abdomen, ben, il y a des os en santé. Et les os, ça évolue dans le temps. Je veux dire, c'est pas figé. C'est pas parce que... J'espère. Si tu veux t'amuser avec ce concept-là, un petit bonhomme, une petite bonne femme là, qui a 3-4 ans, là, qui marche, là, puis qui tombe à tout bout de champ, il se casse rien. Puis d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'un enfant n'est pas supposé se casser quelque chose que quand un enfant se casse quelque chose, l'urgentologue va regarder avec des gros yeux les parents. Parce qu'il va penser traumatisme puis maltraitance. C'est pas toujours vrai, parce que ça arrive des accidents. Mais dis-toi que l'os de l'enfant, il est flexible. Il n'est pas fait pour casser. Et sa densité osseuse est loin en dessous de la tienne. Ah bon? Donc, on n'a pas besoin vraiment de calcium. Non. Le calcium, sauf de rares exceptions, de plus en plus les gens vont l'éliminer parce que effet secondaire, parce que constipation, parce que mauvaise haleine, parce que problème de digestion. Oui, c'est un antiacide, qu'est-ce que je te dis. Puis en plus, quand tu prends du calcium, surtout le carbonate, c'est un antiacide, mais quelques heures après, le calcium lui-même va stimuler ton acidité. Fait que là, tu as des reflux. Ben, OK. voilà. Puis ça prend de l'acide. Ça prend de oui. l'acide dans l'estomac. OK, bon, ça prend de l'acide. C'est exactement ça. Ce qui fait que de plus en plus, tu lis les différents sites, même les recherches, puis on va dire, ben écoute, va vers de la vitamine D à dose thérapeutique, ajoute de la vitamine K2 à dose thérapeutique, ça c'est plus difficile à faire. Le magnésium, tu sais, si tu veux, étude clinique pour étude clinique, là, tu ne trouveras pas une seule étude clinique avec du calcium seul qui augmente la densité osseuse. Pas une, je l'ai faite. Okay? Mais tu en trouves quelques-unes avec du magnésium comme supplément. Ah ben toi! C'est merveilleux. Collagène, pour reconnaître un bon collagène, c'est bien qu'il soit combiné à de... L'acide hyaluronique, oui. Je ne peux pas jouer au Scrabble avec ce mot-là, je vous le dis tout de suite, il n'est pas dans le dictionnaire. Je ne savais pas. Ben oui, ben, sauf exception, les mots scientifiques ne sont pas dans le Larousse, qui est la Bible du Scrabble. Mais tous nos mots avec des Y, puis des H, puis des C, c'est toujours là-dedans. Mais toujours est-il que, oui, l'acide hyaluronique, c'est le complémentaire. C'est la colle, si tu veux. L'acide hyaluronique, nous la fabriquons. C'est ça qui permet d'avoir plus de lubrification articulaire, d'avoir une peau qui est plus... je ne dirais pas tonique, parce que le collagène seul va le faire, mais qui a une espèce de flexibilité de plus en termes de rides. C'est de la colle. C'est littéralement un produit que mon corps fait pour tenir des tissus ensemble. Fait que oui, il est plus efficace. Vous allez chercher une source. Regardez comment c'est écrit. Je préfère les poudres au liquide, personnellement. Ah, pendant que tu parles de forme de trucs, là, tu sais, je t'avais demandé si on faisait des gommis ou tu me dis non, embarque pas là-dedans. Pourquoi tu n'aimes pas les gommis dans les vitamines? Pourquoi j'aime pas les gommis, c'est un gadget. Ça, c'est l'affaire qui se vend le plus, OK? Si tu veux faire un succès commercial, fais des gommis, ça se vend. Le problème, c'est que la technologie fait en sorte que tu peux rien mettre dedans. C'est des micro-dosages. Tu n'as jamais de dose thérapeutique. Écoute, j'ai vu une horreur dans une pharmacie, un gommis multivitamine pour femmes enceintes. J'ai regardé l'étiquette, il n'y a pas un seul dosage thérapeutique, il n'y a pas de fer dedans. Une multivitamine approuvée par Santé Canada pour une femme enceinte, pas de fer. C'est comme, wow, j'ai un problème, là. Mais dans les croquantes, ça, on peut mettre tu peux faire, OK, avec la technique de comprimé croquable, tu peux avoir une matrice tout à fait correcte, sans sucre, qui goûte bon, et là, tu peux mettre, parce que tu peux micro-enrober tes substances, ce fait qu'ils ne goûtent pas. Alors, il y a toute une technologie des croquables super intéressante. C'est un peu comme les technologies d'absorption par la bouche pour certaines substances, ça devient il y a des trucs très révolutionnaires là, mais le gommis, parce qu'il faut que ça goûte bon tout le temps que tu le mâches, hein. Je ne suis pas un fan. OK, parfait. Bon, j'ai vu passer des gommis, c'est des petits comme des jujubes, là. Tu sais, c'est la mode en ce moment. Oui, c'est comme des bonbons dans lesquels tu mets une poussière de vitamines, puis ça devient bon pour la santé. Tu sais. Il y en a sans sucre, il y en a des végés, il y en a qui ne le sont pas. C'est ça. Mais c'est le succès commercial en ce moment. Là. Les gommis, là, c'est fou. Comment ça se vend, mais sauf que du point de vue
OK. Gars de santé, là, c'est un gadget. OK. J'ai vu Stéphanie, je crois qu'elle s'appelait, qui a dit qu'elle a tout essayé pour maigrir. Elle n'a jamais embarqué dans un régime, puis elle a tout essayé pour maigrir. Moi, quand je vois quelque chose se passer comme ça, je veux juste la guider peut-être vers ton site. Parce que tu as fait Oui. un Il y a webinaire. un webinaire qui s'appelle Maigrir envers et contre tous. OK? Puis c'est volontaire, ce titre-là. Là, c'est vraiment choisi parce que les personnes qui ont un problème de poids, de grosseur, souvent, c'est des gens qui ont tout fait, qui se battent contre le corps. Puis c'est pas vrai que c'est de leur faute. OK? Et moi, j'explique le pourquoi, comment ça se passe. Puis qu'est-ce que tu devrais. Je donne pas de recettes, c'est pas un plan de repas, c'est pas ma job. Puis il y en a qui existent ailleurs mieux faites. Mais j'explique pourquoi, comment. Alors, systématiquement, toutes les personnes qui ont un problème de poids ont une réalité qui s'appelle une résistance à l'insuline. Et quand le problème de poids est sévère, ma petite farce que je lui ai fait un peu plate, c'est comme vous, quand vous passez à côté d'une pâtisserie, vous n'y avez pas touché, puis elle vous colle sur les fesses. Parce qu'ils ont une capacité d'absorber et rentrer dans leurs cellules grasses que toi puis moi, on n'a pas. À l'opposé, ils ont une incapacité d'aller chercher l'énergie qui est stockée là. Et c'est là où on travaille en changeant des proportions, en comprenant que telle famille d'aliments, notamment tout ce qui est les 4 P, pain, pâte, patate, pâtisserie, aliments sucrés, jus de fruits, etc., puis comment on va manger quelque chose. Parce que la pire chose à faire, c'est de s'affamer. Le jeûne thérapeutique, c'est une chose. La restriction calorique, c'en est une autre. Alors, restreindre les calories, c'est ce qu'on a fait depuis 1918, où on a inventé le concept des calories. On faut compter les calories, puis on nous entretient le message. Puis ça me choque. Moi aussi. On mange trop, on bouge pas assez, c'est pour ça qu'on est gros. Traduis ça en langage psychologique. Tu manges trop, c'est de ta faute. Tu bouges pas assez, t'es paresseux. Donc, c'est de ta faute, mon espèce de gros 3 petits points. C'est complètement faux, ça. C'est vraiment faux. Parce que la personne qui a un problème de poids, elle a un problème de poids. Donc, il y a une compréhension et ça se modifie, Jean-Yves. Il y a oui, une solution à ça. il y a tellement de cas rapportés de gens que tu rencontres qui avaient un problème d'obésité, littéralement. Ils ne seront jamais skinny, mais ils vont être minces et en santé. Et tu sais, je veux pas, je veux pas pousser tout le monde, mais moi, tu sais, j'ai vraiment confiance en toi. Puis il y a quelqu'un qui, tout de suite en début de live, a dit prenez une consultation avec Jean-Yves. Mais oui, si vous êtes perdu, ça vaut tellement le coup, tu sais, d'avoir une consultation avec toi pour bien partir, pour pas se poser des questions. Et c'est notre vie, c'est notre santé. Et il y a écoute, des moyens. ce que tu dis là, hier, j'avais des clients hier, puis il y a une cliente qui m'a carrément dit ça en rentrant, là, puis dans le questionnaire santé, elle me dit, il y a tellement d'informations quand on dit quoi, je suis complètement perdu. Puis j'ai fait ça, puis là, je me sens pas bien, je sais plus quoi manger, puis je prends du poids, puis fait que, wow, on recule, je vais t'expliquer le pourquoi en arrière. C'est ça que je me suis donné comme mission, faire comprendre. Tu sais, je dis pas que j'ai la vérité absolue, pas vrai, je me cours moi aussi, puis j'évolue dans le temps. Tu sais, mais il y a des façons de comprendre. Je suis en train de lire des choses sur le cycle circadien, donc autour de la journée. Ah, mes hormones changent en journée, toi. L'impact du même aliment pris le matin puis le soir ne sera pas le même. Un truc, si vous voulez vous aider, ne jamais manger après le souper. Jamais. Parce que quand on mange quelque chose moins de 3 heures avant de se coucher, le cycle de sommeil va être affecté. Ah ouais? Puis ça, il y a une raison génétique pour ça. Oh, ben, je viens de l'apprendre. Je le savais quelque part, là. Ouais. Mais ne pas manger après souper, souvent, là, tu parles à un diabétique, puis juste changer ça, puis sa glycémie se normalise. Arrête d'avoir une collation le soir. Est-ce que ça pourrait aider des enfants qui n'arrivent pas à s'endormir le soir? Oui, c'est la même chose. Oui, mais il peut y avoir d'autres choses. Fait qu'il faut voir. Parce que l'enfant en croissance, c'est comme un détail différent. Mais dis-toi que quelqu'un, enfant ou adulte, qui a besoin d'une collation, posez-vous toujours la question, le repas d'avant, il était-tu en bon état? Est-ce qu'il était suffisamment riche en nutriments, protéines, lipides, etc., ou il était creux quelque part? Puis souvent, il est creux en gras. Puis ça, depuis les années 50, on se fait dire, il faut tout dégraisser. Mais ça donne les problèmes qu'on a aussi. Là, si tu enlèves le gras, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets des glucides.
Parce qu'il y a une limite à la quantité de protéines. Je ne peux pas manger, tu sais, je vais être gentil, du tempeh ou du steak 100% de ma journée. Ça ne marche pas. Mon corps va faire bah à un moment donné. Je dois avoir, tu sais. Ouais, Oui, le cycle circadien des ados est très, très différent. Leur pic de mélatonine est plus tard dans la nuit. Oui, c'est pour ça que les adolescents, ils ne sont pas levables le matin, ils ne sont pas couchables le soir, parce que leur cycle se décale. C'est normal. Plusieurs experts vont dire pourquoi les écoles secondaires et les cégeps ne sont pas au moins 1 heure plus tard le matin. On s'entête à les faire rentrer à l'école à 7h30, 8h, 8h30, puis si on mettait ça à 9h30, on aurait tellement moins de problèmes. On s'entête pour les fitter avec nous. On fait tout fitter à nos horaires. C'est ça. C'est ça. Quand on a parlé du chaud-froid, oui. Bon, on a parlé de la transformation, ben, tu as parlé de la transformation de la graisse blanche en brune, oui. Mais il faut que je comprenne comment ça marche, pas ce métabolisme-là, mais quand on est dans la chaleur, on se dilate, puis après ça, on s'en va au froid, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe mécaniquement dans notre corps? OK, ouais, bon. Il y a certaines choses qui vont contracter au froid. Les messieurs savent de quoi je parle, mais non, je ne parle pas de ça. Ce à quoi tu fais référence, c'est 2 choses. La première, c'est qu'au froid, tes vaisseaux sanguins vont contracter. Toute la peau, la périphérie, naturellement, le réflexe, c'est de contracter pour réserver ton énergie au centre. Phénomène naturel. À l'opposé, quand tu vas dans un sauna, quand il fait chaud, ta peau rougit, donc les vaisseaux sanguins dilatent, le sang s'en va vers l'extérieur parce qu'il veut lâcher la chaleur. Tu me suis? Oui, je te suis. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Jusqu'à un certain point, le tissu irrigué à l'extérieur, quand il fait froid, la douche froide, le bain froid, il va avoir une espèce de tonification par la même rationnelle. Ça ne durera pas longtemps, mais de fait, quand tu sors de l'eau froide, c'est comme « wow », tu te sens tout plus tonique. Normal. OK? L'étape d'après, c'est quand tu as une régularité qui apparaît, tu as un effet anti-inflammatoire qui apparaît. Oh. Et c'est là que ça devient le fun. Tu sais, dans la démarche, c'est commencer par apprivoiser le froid. C'est une sensation, c'est pas une douleur. Non, tu mourras pas, puis les bras ne tomberont pas. C'est Jocelyne qui dit ça. Mais le froid, pour ma psyché, c'est un agresseur. La minute que je prends ma pleine conscience, mets le mot que tu veux, puis je dis, wow, minute, je ne mourrai pas. Et là, ça devient une sensation, pas une douleur. Ah, OK. Puis là, tu développes une tolérance et c'est là que les bénéfices apparaissent. Puis je vais t'en donner un auquel personne ne pense. Une des raisons pour laquelle ton corps génère plus de graisse brune, c'est que tu crées certains messagers, hormones si tu préfères, quand tu es au froid ou quand tu fais de l'exercice, qui va dire à ton corps, j'ai besoin de métabolisme plus rapide. Et ça, un de ces messagers-là, c'est la norépinéphrine. En français, le petit frère de l'adrénaline. OK. Épinéphrine, adrénaline, c'est la même affaire. Adrénaline, à la base, tout le monde connaît le mot, mais c'était le nom d'un médicament au départ. Dans les années tranquilles, c'était fait par Park Davis, c'est de l'épinéphrine en ampoule, on appelait ça adrénaline. Mais bon, tout le monde appelle ça de l'adrénaline aujourd'hui. Et son petit frère, quand tu enlèves une molécule, d'où le mot noradrénaline ou norépinéphrine, c'est moins la molécule de stress, la molécule qui te fait pomper le cœur, qui t'allume le cerveau, mais c'est une molécule qui arrive avec et qui, elle, augmente ton métabolisme pour être plus efficace. Mais le froid génère plus de ça, ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle, quand tu sors de l'eau froide, tu fais comme « Oh, je me sens bien, je me sens allumé, je me sens de bonne humeur ». C'est cet influx de ce deuxième messager-là qui est moins excitant, mais qui est plus activant. Et plus tu le fais, plus tu as ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'accumule? Ah ben oui. Ben oui. C'est pas... un exemple. Tout le monde, qu'on fasse ça ou pas, tous les Nordiques comme nous autres, puis là je parle aux gens qui sont peut-être pas du Québec, mais de la à cette heure-ci, il n'y a probablement pas beaucoup de Français. Mais... Ben, c'est encore drôle, c'est sûr, c'est encore drôle. Mais l'idée, c'est qu'ici au Québec, quand il fait froid, là, mois d'octobre, novembre, on a froid. Oui. Septembre, il commence à faire plus 5, tu mets 2 épaisseurs, octobre. Mais la même foutue température en février, mars, avril, tu te déshabilles, tu es quasiment en t-shirt dehors, puis tu es bien.
Pourquoi? Parce que naturellement, le corps fait de la thermoadaptation, de la thermorégulation, puis il comprend que, fait que pour lui, il a compris, puis je suis capable de générer de la chaleur quand il fait froid. À titre d'exemple, on peut aller jouer dehors, super bien habillé, tuque, foulard, mitaine, manteau, il y a juste ça qui sort, là. Le fait de respirer de l'air froid va générer la même chose en dedans que la douche froide. Pas partout, mais l'air froid, parce que je vais la réchauffer, je ne veux pas grelotter. Je suis bien habillé, donc je ne perds pas de chaleur par l'extérieur, par la tête, mais par mes poumons, oui. C'est richement irrigué, un poumon, là. Alors, c'est pour ça que tout le monde, mais vraiment tout le monde, développe une tolérance plus grande au froid à la fin de l'hiver qu'au début. Rajoute là-dessus. Là, c'est parce que la France disait, ben oui, on est là. Anne, bravo! Félicitations! OK. Plus on le fait longtemps, on a des bienfaits. Plus on le fait régulièrement, on a des bienfaits. Oui. Rajoutons un point. Oui. On ne veut pas se rendre au frisson. Exact. On ne veut pas avoir froid. C'est ça. D'apprécier ça, de se rendre jusqu'à OK, c'est assez. C'est 30 secondes, c'est 3 minutes, c'est plus. Ça vous appartient. Mais le frisson, avoir froid, c'est pas pareil. Quand tu frissonnes, quand tu es rendu là, tu es tombé dans le réflexe protecteur qui est, un, inefficace. Frissonner, ça n'a jamais donné choix à personne. Et deux, tu tombes dans la possibilité de l'épuisement. Et c'est pour ça que prendre un coup de froid, c'est pas une bonne idée. OK. Et tu sais, il y a des semaines où dans le bain froid, je peux rester 7 minutes, puis d'autres fois, je suis plus fatiguée, puis 2 minutes, c'est comme mon maximum. C'est tellement vrai, ça. Écoute, à un moment donné, je fais des bains froids, puis je me mets les pieds dedans, puis je ressors aussi raide. Ça faisait mal. Je n'étais juste pas bien. Alors, il faut s'écouter. Ben oui. Les résultats, oui, vas-y. Ben, j'allais dire, Idi Lune qui dit, pourtant, les peuples du Grand Nord sont tous plus gras. Il y a d'autres réalités qui embarquent là. Parce que quand on vit dans un stress, les peuples du Grand Nord, là, il ne fait pas juste moins 8, là, il fait moins 80. Là. Il y a une génétique différente, il y a une alimentation différente. Et chez ces gens-là, le gras sous-cutané devient protecteur. C'est différent. Là. Moi, je parle d'activer la graisse brune, parce que oui, ils ont plus de graisse brune que moi, mais en même temps, ils sont conditionnés depuis 12 000 ans à vivre dans un environnement qui est dramatiquement dangereux. Tu sais, à moins 50, ta peau gèle en quelques secondes. Ça, je ne parle pas de ça du tout. Là. On est à une autre place. Là. Et aller dans un bain froid ou dans un lac l'hiver, c'est la même chose. On parle de la même chose. Il faut, tu sais, on le fait jamais ça seul. Là, donc moi, surtout l'histoire du lac, là, tu ne vas pas ça tout seul. C'est ça. Bon, Huguette, si vous avez toujours froid, un, regardez ce que vous mangez, puis deux, ce qu'on vient d'écrire, la douche froide, commencez donc par du chaud. L'alternance chaud-froid, le chaud, la douche chaude, le sauna, puis après ça, on fait un peu de froid. C'est bien différent, là. C'est beaucoup plus facile quand on va même dans le sauna sec versus le bain vapeur. C'est plus facile après d'aller dans le froid. Et oui, Anne-Nelsie, parce que je l'ai déjà dit, mon fils, lui, il fait que des douches froides. Il ne prend même pas de chaud. C'est comme ça qu'il démarre ses journées. La peau va se retrouver plus tonifiée. Elle va être tonifiée, ben oui, de la même façon. Absolument. Et ça se garde, ça se maintient dans le temps. Peux-tu penser que la circulation est meilleure aussi? Ben, au même titre que l'exercice va améliorer la circulation partout, incluant la peau et le cerveau, tu as la même chose à ce niveau-là. Est-ce que la tonicité va se maintenir? Je ne sais pas combien de temps, puis j'ai aucune idée. Mais tu le ressens. Parfait. OK, super. Et bon, les gens sont contents. Les vitamines C liposomales, c'est quoi? Bon, OK. La vitamine C, c'est une molécule qu'on appelle les vitamines hydrosolubles, OK? Donc solubles dans l'eau. Et on a dans notre intestin une limite à notre capacité d'absorption. Dans les thérapeutiques, bon, ici au Québec, ça ne se fait pas ou très, très peu, mais ailleurs, ça se fait de la vitamine C injectable. Pour toutes sortes de raisons, dans un contexte médical, j'embarquerai pas dans le dossier, c'est bon, c'est pas bon, ça se fait. Et comme on a un plafond d'absorption, je ne peux pas en prendre plus que tant, mon corps ne l'accepte pas, et là, floup, diarrhée ou selle molle, puis je n'ai pas le taux sanguin que j'aimerais avoir. Alors, certains ont développé, il y a quelques années déjà, la capacité d'enrober ma
ma vitamine C d'une... Les enfants pleurent, Louis. Il y a un enfant qui d'un pleure. un globule de lécithine, un globule de phospholipide qu'on appelle un liposome. Pour faire un petit peu d'historique, les liposomes ont été inventés pour les crèmes pour la peau, au départ. Hein, les crèmes liposomales, c'était la grosse mode des années 90, parce que mon globule, il ressemble à une cellule. Et le globule a la capacité d'arriver sur la cellule, puis faire rentrer dans la cellule par une espèce de mimétisme les principes actifs. Fait qu'il y a toutes sortes de crèmes qui ont été sorties, d'abord pour la peau, puis quelqu'un a dit « Hey, on peut utiliser la même technologie pour faire absorber des nutriments où j'ai une limite, ou même des médicaments où j'ai une limite à l'absorption. » Et on s'est aperçu que ça fait la même chose. Alors, ça arrive dans la muqueuse, ça passe au travers, ça permet d'avoir une absorption plus élevée. Jusque-là, pas de problème, j'embarque. Là où je débarque, OK? Parce que la vitamine C liposomale, c'est de la vitamine C où j'ai mis cette globule de phospholipides, de lécithine, puis il est mieux absorbé. On l'a fait pour des plantes. On appelle ça des phytosomes. Vous allez voir des produits naturels, c'est telle plante en forme de phytosome. Bien d'accord, mieux absorbé, tout à fait vrai. Mon problème, c'est le dosage. Ça, on en parlera une autre fois. Mais là, dans le cas de la vitamine C, le problème des vitamines C liposomales, c'est qu'on nous vante une absorption extraordinaire. Elle est meilleure. Est-ce qu'elle est aussi extraordinaire que les compagnies disent? Mettons que les études ne m'ont pas convaincu sur les courbes dans le plafond, parce que tu regardes les doses. Là où ils m'ont convaincu, il n'y a pas de diarrhée. Il y a une meilleure absorption, combien, je ne sais pas. Mon gros problème, c'est le prix. Parce que liposomale, tu es à 1-2 piastres la dose d'1 gramme. Ça commence à faire cher, ça, là. Alors, c'est là où je fais... Bon, curcumine, ça dépend du produit. C'est pas parce qu'ils sont liposomales qu'ils sont bien absorbés dans le cas du curcuma. Parce que le mécanisme est autre. Il faut vraiment une technologie qui montre que mon curcuma est absorbé. Mais toujours est-il que c'est un produit intéressant, mais pour l'instant, dans la majorité des cas, je vais dire aux gens, moi, le premier, là, je mets de la poudre de vitamine C dans mon eau. Ça reste la meilleure technique. OK. OK, pourquoi? Ben, pour avoir une dose significative, pour aller au-delà des comprimés, parce que oui, je prends aussi des comprimés, et que le fait de le mélanger dans le verre d'eau ou dans ce que tu veux, tu le prends en petite dose sur une période, et donc tu passes par-dessus le plafond d'absorption. Si tu prends 2 grammes d'un coup, pour la majorité du monde, pouf, sel, fini, ça passe pas. Ça passe tout droit. Alors, en faisant ça, tu prends des petites doses sur le fameux 2 heures, puis voilà, c'est réglé. OK. Mais on pourrait en reprendre. Tu sais, on pourrait reprendre le matin, le soir. C'est juste que la vitamine C La vitamine C s'élimine très, très, très rapidement. Okay. Au-delà du 200 mg que ton corps va stocker, parce qu'il va saturer les tissus, tu as à peu près 200 mg, la demi-vie, donc la capacité d'éliminer la moitié du stock que j'ai, c'est 30 minutes. Okay. Fait que la vitamine C, c'est quelque chose qui s'élimine super vite. Alors, si tu prends un bolus, là, tu prends, 2000 mg au déjeuner, là, mettons, je te suggère pas de faire ça. Mettons que tu fais ça. Ben, à l'heure du midi, ton 2000 mg, il a été flushé. OK. OK, parfait. Compliqué. Donc, toi, tu fais les deux. Tu combines comprimés? Je combine les deux, oui. Puis ça dépend des périodes tu sais, quand je suis plus stressé, quand je travaille plus fort, j'en prends plus. Quand je suis comme quand je suis au chalet puis je fais que du physique, puis là, je me permets d'avoir du calme au cerveau, là. T'en as pas besoin. Ben, j'en prends moins, mettons. OK. OK. Les modes de cuisson sous vide, c'est la grosse mode en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis ambivalent là-dessus. Okay. Je vais donner les deux affaires. C'est-à-dire que le sous-vide, tu fais une cuisson qui n'est pas oxydée par l'air, qui est dans un sac, qui est à température de l'eau d'ébullition, peut-être un petit peu plus élevée parce que tu as une pression qui apparaît. Donc, tu as des avantages. Tu n'as pas de glycotoxine. Donc, toute la notion de lipotoxique, c'est la cuisson. Mais là où je suis ambivalent, c'est que c'est un sac de plastique. C'est un plastique alimentaire, supposément pas de BPA, mais un plastique, surtout un plastique flexible, il y a des agents polymérisants, BPA, BC jusqu'à Z, si tu veux, là. Et là, je me dis, à long terme, ce genre de cuisson-là n'est-il pas un véhicule de quelque chose que j'aimerais pas? Et là, je ne sais pas. Donc, parce que c'est ça, je ne connais pas ça moi non plus. Donc, on cuit les aliments Alors, dans la un cuisson sac de sous vide. plastique. Commençons par expliquer c'est quoi.
Hein, Ouais. la cuisson sous vide, c'est que tu prends une pièce de viande ou une pièce de ce que tu veux, assaisonnée, marinée, dans un sac en plastique, on scelle sous vide. Et OK. là, il y a un cuiseur qui fait chauffer cette affaire-là un petit peu plus élevé que la température d'ébullition. Et là, tu fais cuire ta viande là-dedans. Donc, elle ne bouille pas dans l'eau, elle ne perd pas son jus, mais elle va garder sa saveur en étant cuite à plus basse température et en Dans du cuisant plus plastique. rapide. Mais c'est dans une enveloppe de plastique. Puis le plastique se transfère dans le gras. Ben, c'est là où, ça dépend des types de plastique, c'est là où j'ai mes réserves par rapport à ces OK. façons de cuire-là. Je OK. suis ambivalent, comme je t'ai dit, parce que c'est vrai qu'en cuisant comme ça, tu n'as pas de glycotoxine. C'est tout le caramélisé que tu as en cuisant à haute température, il n'est pas là. Mais c'est dans un sac en plastique. Fait que c'est là que je Mais, suis un petit peu... donc, on pourrait cuire en hypotoxique, là. La Bon, façon, c'est de cuire le plus à basse température le OK. plus Les longtemps. trois principes de base de l'hypotoxique, c'est pas de gluten ni de gliadine, donc là, pas de grains transformés, pas de produits laitiers, pas de caséine, qui est la protéine des produits laitiers, et cuisson à basse température. Là, je vais qualifier le troisième. C'est-à-dire que si tu veux être strict, oui. Tu ne cuis pas jamais beaucoup plus haut que le point d'ébullition. On parlait de 130 degrés Celsius. L'ébullition était à 100. Donc, tu ne crées pas de glycotoxine, mais tu cuis méchamment plus longtemps, par contre. Oui. Hein? Et on peut qualifier ça au sens où si tu fais mariner ta viande ou ton aliment dans une marinade acide, du vin, du jus de citron, du jus de ce que tu veux, la création de glycotoxines à haute température est réduite énormément par la présence d'un acide quelque part. Ah ben. OK? Si tu fais cuire à la vapeur, en cocotte, par exemple, tu prépares tes affaires, tu mets ça dans une cocotte qui va au four, là, une casserole avec un couvercle, tu mets ça au four, l'humidité qui est là va générer un environnement qui réduit énormément les glycotoxines. À preuve, tu fais un gâteau ou un pain, il va y avoir de la glycotoxine sur la croûte. Il n'y en aura pas dedans à cause de l'humidité. Tu fais des œufs à la poêle. Si tes œufs sont blancs, il n'y a pas de brun tout le tour. Tu sais, le Oui. crépité, le cuit trop fort, ben, il n'y a pas de glycotoxine. Mais le crépité, là, le croquant, là, lui, il y en a. Hey, là, t'es-tu en train de dire que pour la croûte de pain, là, qu'il faudrait la laisser de côté? Pas du tout. OK. La notion des glycotoxines, ça dépend à qui tu parles, quel état de santé. Les personnes, plus on vieillit, plus on a la difficulté à les éliminer, ces glycotoxines-là. Les gens qui ont des maladies inflammatoires, faites attention. Mais on a toujours une capacité, puis c'est là que je vais arriver avec l'autre bout de l'histoire. On a toujours une certaine capacité de les éliminer, mais par exemple, avant d'aller dans mon dernier bout, l'arthrose, c'est une accumulation de glycotoxines dans ton cartilage. C'est pour ça que tu crées des récepteurs aux glycotoxines et là, ton corps dégrade le cartilage. C'est pour ça que j'appelle ça un diabète de l'articulation. Parce qu'une glycotoxine, c'est quoi chimiquement? C'est un sucre collé à une protéine ou à un acide aminé. Et c'est quoi que vous donnez là, quand quelqu'un a de l'acné? Parce que je dis ça parce que moi, je connais quelqu'un qui a eu ce médicament-là pour l'acné. L'accutane? L'accutane, puis qui a développé de l'arthrose suite à ça. Ben, Jeune. oui, ben, c'est d'autres choses. Ça. Oui, c'est une OK. des toxicités. On est ailleurs. Puis OK. la voie métabolique est différente. Mais oui. Alors, là où je m'en vais, c'est que chez quelqu'un qui mange normalement, oublie toutes peu importe ce que normal veut dire, la plus grande source de glycotoxine, elle n'est pas nécessairement dans ta poêle à frire, elle est dans ton intestin. Une des autres validations pourquoi moi, je m'intéresse à réduire les glucides dans mon alimentation. Parce que dans tes bactéries intestinales, il y a bien des places où tu vas prendre un afflux de glucides, faire des glycotoxines avec, que tu vas absorber. Alors, quand on parle de réduire les glycotoxines, ce n'est pas de virer dans un monde où il n'y en a plus. C'est de s'assurer d'avoir une meilleure capacité de les éliminer d'un côté et de l'autre côté, d'en avoir le moins possible dans ma bouffe et d'en générer le moins possible. Autre exemple, le diabétique génère des glycotoxines dans toutes ces bonzus de cellules. C'est la raison pour laquelle tu fais des complications du diabète, depuis les neuropathies jusqu'aux problèmes circulatoires et des problèmes rénaux. Parce que trop de sucre, tu dépasses ta capacité de gérer ça et ça colle dans tes cellules. Alors,
La façon de faire, c'est de réduire la part. C'est incroyable. Non, mais tout ce qu'on apprend ici, et Jean-Yves, c'est comme hallucinant. Bon. Les silicones, on cuit dans des silicones. Oui. Ça te dérange-tu? Pour l'instant, j'ai rien trouvé de dangereux. OK, merveilleux. OK? Je ne sais pas si l'avenir nous le dira pas, parce que quand les téflons sont sortis dans les poêles anti-adhésives, c'était la nouvelle nouveauté miracle. Puis à un moment donné, on fait les perfluoros machin qui sortent de là, c'est pas de bonne idée. Est-ce qu'on va voir la même chose avec le silicone? Je ne sais pas. Mais j'en ai dans ma cuisine, puis j'en mets dans mes tôles à biscuits. Fait que, bon. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de dramatiquement dangereux là. As-tu un micro-ondes? Oui. Tu as un micro-ondes? J'ai un micro-ondes. Est-ce que tu l'utilises? Je l'utilise pour réchauffer seulement, jamais pour cuire. Mais même pour réchauffer? Oui. Mais je me tiens loin parce qu'il n'y a pas un micro-ondes qui ne fuit pas. Tu sais, l'histoire des ongles et des sensibilités, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais il n'y a pas un micro-ondes qui ne fuit pas. Il y a toujours des fuites d'ondes. Fait que quand tu chauffes, tenez-vous un petit peu loin, s'il vous plaît. Mais oui, je l'utilise pour réchauffer les aliments, pas 100%, puis jamais avec du plastique dedans. Donc, si je prends un aliment, je ne le mets pas dans du plastique, dans de la vitre, mais pas du plastique. Mais oui, ça m'arrive à réchauffer une soupe ou d'autres choses, oui. Eh ben, J'en ai un. Ça fait 17 ans que je n'ai pas de micro-ondes, depuis ma première grossesse, 18 ans. Mm-hmm. Mais on peut-tu penser que le micro-ondes change la constitution? Pour parler chinois, comme dirait René Aumirois, jury's still out. Je ne le sais pas. Je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques de ça. Sérieux. J'ai un doute que c'est vrai. Mais la question, c'est, tu sais, si tu veux parler de changer la structure d'une protéine, quand tu fais cuire un œuf, là, puis vire blanc, tu as dénaturé la protéine. Mm-hmm. Alors, jusqu'à quel point la cuisson au micro-ondes est pire que la cuisson tout court, je ne le sais pas. Là où je suis sûr, par exemple, si tu fais cuire un aliment comme un légume dans de l'eau, étant que le micro-ondes fait chauffer l'eau, hein, ça fait vibrer l'eau, puis c'est l'eau qui chauffe, bien là, tu vas flusher tes minéraux dans l'eau et probablement une bonne partie des vitamines. Alors, ce n'est pas une bonne idée de cuire au micro-ondes. Mais réchauffer. OK. Quelqu'un a mentionné qu'elle avait perdu l'odorat avec le COVID, puis que là, depuis que c'est ça, oui. Oui, l'odorat, oui, ça fait partie de la COVID longue. C'est ça. Puis que là, c'est revenu, mais elle sent tout le temps de la boucane. Oui, bon, OK. Là, tu tombes dans les perturbations, ça porte un nom maintenant, les parées quelque chose. C'est des perturbations de l'odorat. Ce qui se passe, on est encore dans la spéculation. Il y a quelques papiers que j'ai lus où on tente d'expliquer, où on dit que le virus aurait contaminé ou serait rentré dans les cellules nerveuses du bulbe olfactif et aurait tué quelque chose. Ce qui se passe, c'est que quand ça revient, souvent, il revient avec une perversion des odeurs, littéralement. C'est que les oignons sentent la merde, littéralement. Telle autre chose sent mauvais. Et là, les gens reviennent complètement perturbés parce que le sens qui était fiable chez ces gens-là devient complètement pas fiable. Okay. Ils goûtent des choses qui ne sont pas là, goûtent des trucs super mauvais qui étaient bons avant. Et là, on tente, il y a toutes sortes de protocoles qui existent. Je ne connais pas grand-chose de bien efficace là-dessus. Okay. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son truc marchait, mais bon, ce qu'on fait de plus souvent, c'est de la rééducation. Puis on prend souvent des huiles essentielles où les odeurs sont très définies. Tu sais, la menthe poivrée, l'eucalyptus, des choses, la cannelle. C'est très, très ciblé. Et là, on rééduque et il y a des progrès à ce niveau-là. Donc, 3 fois par jour, on s'installe avec 4-5 bouteilles. Je ne connais pas les protocoles comme tels, mais ça ressemble à ça. Toujours est-il qu'il y a des cas de résolution, mais c'est toujours long. Et c'est très perturbant. La personne demandait si le zinc pouvait aider. Probablement. Je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que le zinc est un cofacteur nécessaire à la fonction d'olfaction, donc de sentir, et par exemple, ou de goûter. C'est vrai dans les deux cas, parce que c'est la même fonction, hein, c'est juste pas à la même place. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de flaveurs, hein, des saveurs qui sont aussi des odeurs. Et le zinc est nécessaire pour la perception. Alors, c'est logique de dire pourquoi pas. Dans certains cas où la perte de goût et d'olfaction suite à un médicament, au cancer, par exemple. On donne souvent un supplément de zinc, puis on retrouve une partie du goût. OK. Est-ce que c'est suffisant?
Dans le cas de la COVID, je ne sais pas. OK. Et dernière question, parce que pour nous, des graines Mylium, c'est souvent un signe de déshydratation sur la peau, mais la personne demandait si ça peut être un débalancement dans les oméga 6 et 3. Oh boy. J'aurais tendance à dire c'est très probable. Je ne sais pas plus que ça. Puis pour ça, je te cite, comment il s'appelle? Il y a un ophtalmologue américain qui est parti en guerre contre les aliments raffinés. Lui, il considère que, puis tu vois où je m'en vais, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, docteur, pas coupe, mais quelque chose comme ça. Et les dégénérescences maculaires liées à l'âge, la première cause de cécité de la personne âgée, ça commence avec l'apparition de corpuscules, de petits granules dans le fond de l'œil qu'on appelle les drusèmes, qui sont étrangement similaires à ce que tu me décris, les graines Mylium. Alors, est-ce que, puis lui dit, c'est absolument les oméga 6, les huiles de graines industrielles qui n'existaient pas il y a 100 ans ou 150 ans, c'est soya, maïs, coton, si vous voulez. Quand tu as une huile végétale sans autre forme de procès, là, c'est de l'huile de coton en arrière. C'est eux. Manger des vraies huiles qui étaient mangées il y a 1000 ans, là, comme l'huile d'olive, l'huile de coco. Bon, l'huile d'avocat, c'est récent. Mais olive, coco, tu ne te tromperas jamais. Et ça, l'hypothèse, elle tient la route. Avocat non plus, tu ne te tromperas pas avec l'avocat. Avocat, le problème, c'est que si tu prends la thèse qu'on devrait manger des aliments qui existaient il y a 500 ans, l'huile d'avocat, ça n'existait pas. Non, mais bon. C'est récent, c'est industriel, c'est une huile raffinée. Par contre, ce que toi, tu utilises dans tes produits, c'est un autre paire de manches. Elle est verte, ton huile. Oui. Puis tu ne mettras pas une huile verte comme ça dans une poêle à frire. Non, elle va changer. On prend une huile très, très raffinée, très purifiée. Ça n'existait pas il y a 100 ans, ça. Fait que, pour l'instant, on dit qu'elle est stable, elle est fun parce que chimiquement, c'est un gras saturé et monoinsaturé, comme l'huile d'olive. Donc, puis j'en ai dans ma cuisine, puis j'en utilise quand je veux une huile qui ne goûte rien. Correct. Puis c'est le troisième. Mais si tu prends la logique historique, l'huile d'olive, ça fait 3000 ans qu'on l'utilise, puis l'huile de coco, probablement encore plus longtemps que ça. Fait. OK. Donc, ça se pourrait que ça soit relié à ça. Ça se pourrait que ce soit un phénomène inflammatoire par trop d'oméga 6. L'hypothèse tient la route. Est-ce que c'est vrai? Il faudra l'étudier. Je ne sais pas, puis je n'ai pas documenté ça encore. Bonne semaine, Jean-Yves. Merci. On se voit jeudi prochain. Absolument, en après-midi encore, parce que ma matinée est bookée déjà. D'accord, super. Fait que l'heure, ben, c'est toi qui m'aimes. Merveilleux. Ben, pour salut tout le monde. 3 ou 4 heures, je te reviendrai. Ça marche. Jaser d'ici là. Bye tout le monde. Bonne bye semaine. bye. Bye.